Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour à tous, bienvenue au troisième podcast d'Only Finance, un podcast où on parle de plein de sujets liés à la finance grâce à nos invités en collaboration. Je m'appelle Caroline Charret, je suis conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et en assurance et rente collective. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez chaud qui est les taux hypothécaires. Je pense que c'est un sujet que les gens parlent beaucoup ces temps-ci avec la montée des taux qu'on a eu depuis environ 2 ans. Faut savoir, par contre, je tiens à dire que le podcast est enregistré en septembre. Donc, quand vous allez écouter le podcast, ça se peut que les situations au niveau des taux aient changé déjà parce que c'est quelque chose qui évolue quand même, on peut dire, là, d'une semaine à l'autre. Dans certains cas, même, ça peut être complètement différent là, au moment où vous écouterez ce podcast-là. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis avec Martin Boily, qui est courtier hypothécaire. Ça fait plusieurs années qu'on travaille en collaboration. On est aussi partenaire dans une compagnie qui détient un immeuble commercial depuis juin 2023. Donc, je tiens à dire qu'on n'a quand même aucun intérêt financier lié à nos professions propres, à se référer des clients et je lui fais confiance à 100% quand je lui réfère mes dossiers. Donc, bonjour Martin, bienvenue au podcast Only Finance. Bonjour Caroline, un gros merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. J'aimerais ça si tu pouvais prendre quelques instants pour te présenter, nous parler un petit peu de ta vision, tes valeurs, puis c'est quoi faire affaire avec Martin? Bien, je commencerai en premier par dire que je suis un père de famille, donc je suis une personne qui a beaucoup d'expérience au niveau de mon vécu. J'ai 46 ans, donc j'ai 2 enfants, j'ai eu plusieurs maisons, chalets, j'ai eu des bébelles comme 4 roues, moto. Je connais un peu la réalité des gens à ce niveau-là. Je me suis séparé aussi, fait que c'est quelque chose que... Divorcé? Non, tu n'étais pas marié, non, hein? Non, je n'étais pas marié, seulement ouais. Séparé. Puis, tout ça, c'est une expérience de vie. Puis moi, je prends rien de positif. Il y a du positif, mais même les choses négatives, la vie, moi, je m'en sers pour avancer dans la vie. Puis c'est ce que je m'en sers avec mes clients aussi. Parce que mes clients, dans le fond, il y en a plein qui ont plusieurs maisons, il y en a plein qui se sont séparés. C'est toutes des situations différentes où est-ce que je peux amener mon aide et me servir de mon expérience pour justement là, bien conseiller mes clients à ce niveau-là. Martin Boily a une formation en finance au cégep comme DEC administration. J'ai fait un certificat en administration des affaires aussi à l'Université Laval et un certificat en psychologie à l'Université Laval aussi. Ensuite de ça, avant d'être courtier hypothécaire, eh bien, j'ai été plus dans les forces de l'ordre, comme on dit. J'ai toujours eu la piqûre là, de la police, comme on dit. J'ai été conseiller spécial là, pour le gouvernement du Québec. Donc, puis je me suis rendu comme sergent au bureau du premier ministre. Mais sinon, j'ai revenu dans la piqûre là, familiale là, des entreprises. Là, fait que j'ai travaillé quand même 15 ans avec ma mère dans le courtage hypothécaire jusqu'à sa retraite. Puis j'ai continué le flambeau là, jusqu'à maintenant. Là. Donc, c'est un peu le... C'était comme un peu une entreprise familiale là, qui s'est poursuivie de génération en génération à partir de ta mère. C'est ça. Puis exact. J'ai toujours aimé les chiffres. On en discutait beaucoup ensemble. Donc, là, je me suis dit par la suite, j'ai fait mon cours, j'ai fait mes choses que j'avais à faire. Puis j'ai rentré dans le domaine du courtage hypothécaire et ça fait 18 ans que je suis là. Donc, il faut croire que j'adore ça encore. Et je terminerai en parlant... Martin Boily, dans le fond, aussi, une chose qui est importante, j'ai comme 2 grosses forces que je me considère, c'est la verbalisation de la finance. Et souvent, mes clients ils me disent, écoute, tu nous as bien expliqué ça, on a compris ce que tu nous as dit. Puis ça, je trouve ça important. Des fois, les clients, je les regarde, puis pas l'air sûr qu'ils ont compris, mais je recommence. Moi, j'ai pas de temps à faire un rendez-vous. Là. C'est pas dire, t'as 1 heure, puis on s'en va. Non, ça en prend 2,5, ça en prend 2,5. Si ça prend une autre rencontre, on en fait une autre. Je suis toujours disponible. Donc ça, je pense que c'est une de mes forces. Et l'autre chose, c'est, je veux pas me lancer des fleurs, mais je suis quand même un stratège en finance, dans le sens que j'adore tout ce qui est finance. Au niveau des lois de l'impôt aussi. Donc, tout ce que je peux aider les clients sur plein de choses différentes, autres que le courtage hypothécaire, je le fais. Puis, fait que c'est un peu ça, là, faire affaire avec Martin Boily. Là, exact, je peux confirmer. Ça arrive souvent qu'on est ensemble dans le bureau, dans la bâtisse, puis que moi, je suis avec des clients, puis là, il y a quelque chose, j'en connais beaucoup sur la finance, évidemment, mais des fois, c'est plus propre aux spécialistes. Puis là, Martin, t'as-tu 2 minutes, là? Viens donc expliquer telle affaire aux clients, justement. Puis c'est comme ça qu'on crée des relations solides, là, souvent, justement, de prendre le temps avec les clients, de bien
parce que oui, c'est pas tout le monde qui s'intéresse nécessairement à la finance, mais malheureusement ou heureusement, on en a tous besoin. Donc, le fait de verbaliser, moi, ça représente vraiment mes valeurs en tant que cabinet, de l'importance que le client comprenne bien ce qu'il fait. Comme ça, c'est sûr que ça bâtit des relations solides. Puis, en fait, je voulais savoir aussi, moi, je le sais, mais pour nos auditeurs, c'est quel genre de financement que tu fais? Parce qu'il existe du financement résidentiel, il existe du financement commercial aussi. Puis, ça serait quoi un petit peu peut-être la différence là, entre les deux? Bien, c'est sûr que quand on parle de propriété résidentielle, on va souvent penser à la maison. C'est quelqu'un qui va s'acheter un bungalow ou un cottage. On peut inclure les chalets dans ça. Ensuite de ça, quelqu'un qui va être un petit investisseur, donc acheter un plex de 2 à 4 logements, ça rentre encore dans le financement résidentiel. Ensuite de ça, on peut avoir le semi-commercial ou le commercial pur. Exemple, semi-commercial, c'est il y aura un dépanneur en bas, des logements en haut. Ou commercial pur, mais c'est comment juste une bâtisse commerciale, là, juste des locaux commerciaux. Ou on peut avoir du multilogement qui est différent un petit peu aussi. Là, c'est vraiment juste comme un bloc appartement avec des logements dedans. Donc, il n'y a pas de local commercial comme dépanneur. Là. Donc, moi, je les finance toutes. Mais tu sais, c'est sûr que ma clientèle principale, vraiment le résidentiel, mais je touche quand même beaucoup au commercial là, pour certains de mes clients aussi. Là. C'est ça. Puis si je ne me trompe pas, les règles aussi au niveau des mises de fonds et tout, c'est différent que ce soit du résidentiel ou du commercial. Je crois, sous toute réserve, tu pourras me confirmer que quand ça reste dans le résidentiel, justement, à 4 logements et moins, c'est bien ça, à 4 logements et moins, il faut, pour être en mesure, en fait, de verser une mise de fonds minimale, c'est-à-dire 5 %, puis là, je pense que ça dépend du financement aussi total, il faut être propriétaire résident, là. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, 2 logements, c'est 5 % propriétaire occupant. Puis si on est 3 ou 4 logements, là, on parle de 10 % de mise de fonds minimum là, pour l'acquisition. Toujours propriétaire occupant. Si on veut être investisseur, que ce soit de 1 à 4 logements, là, on tombe avec 20 % de mise de fonds. Et si on tombe dans le 5 logements et plus, là, c'est minimum 15 % de mise de fonds, mais il faut calculer la valeur économique de l'immeuble. Là, il y a un calcul qui est vraiment différent. Là, on ne rentre pas dans le détail de ça aujourd'hui. Mais tu sais, la règle est 15, mais ça peut prendre 25 aussi. Ça va vraiment dépendre de l'immeuble. Et le commercial, bien, c'est vraiment du cas par cas. Là. Il n'y a pas de règle définie pour ça. Ça va dépendre c'est quoi la bâtisse, ça va être qui le locataire, puis il y a beaucoup de variantes à ce niveau-là. OK. Mais j'aimerais rajouter, par contre, au niveau du financement résidentiel, souvent les gens, ils pensent courtier hypothécaire pour son achat. Mais il ne faut pas oublier qu'un client qui a de la difficulté financière ou qu'il y a un projet d'achat de maison ou justement refinancer sa propriété, donc aller chercher une partie de son capital cumulé sur sa propriété pour faire de l'investissement, on appelle ça un refinancement. Ça, les courtiers hypothécaires le font aussi. Ou si on arrive à l'échéance de notre prêt hypothécaire, là, on peut faire une subrogation ou un transfert du prêt. Donc, on change le prêt d'institution financière pour aller chercher les meilleures conditions ailleurs aussi. Là. Puis souvent, on a des prêteurs qui vont offrir là, de payer les frais de notaire pour le transfert. Donc, il n'y a pas de frais pour le client à ce niveau-là. Mais au moins, en voyant son courtier hypothécaire, il fait une révision de sa situation financière, puis il peut aller chercher des meilleures conditions. Puis si les meilleures conditions, c'est où est-ce qu'il est actuellement, bien, on le laisse comme ça, puis on ne change pas de place, mais on lui explique quel taux qu'il devrait avoir à cette institution financière-là aussi. Là. OK, parfait, je comprends. Comme on disait, là, c'est un sujet assez chaud, les taux hypothécaires. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent vraiment là, au niveau de la hausse des taux. On pensait que ça augmenterait plus, finalement, ça augmente encore, puis on est un peu à la merci, si on veut, là, de la Banque du Canada. Je crois que ça fait depuis environ 2 ans, si je ne me trompe pas, là, que ça a commencé à augmenter. Moi, je me fais beaucoup parler de récession aussi là, par mes clients. Puis, en fait, je m'inquiète aussi par rapport en 2020, quand on a eu la pandémie, en fait. C'est sûr que tu te souviens là, qu'il y avait beaucoup de surenchères. Puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore un peu, quoique ça a diminué un peu de ce que je comprends là, que mes clients me disent. Fait qu'en plus d'avoir surenchéri sur la valeur de la propriété, bien, il a fallu faire un prêt qui représentait cette surenchère-là. Puis en plus, là, on a une hausse des taux hypothécaires. C'est sûr que, peut-être que ces gens-là, ils en ont jusqu'en 2025 avant de procéder là, à leur renouvellement, s'ils ont pris un taux fixe 5 ans. Mais je pense que c'était beaucoup le variable là, qui était populaire à ce moment-là en plus. Donc, c'est quoi, toi, ton avis, mettons, par rapport à toute cette situation-là? Bien, si on prend la valeur des propriétés, c'est sûr qu'il y a eu énormément de surenchères. Il y a des fois, moi, que je trouvais que c'était comme complètement fou là, pour la qualité de la propriété. Tu peux donner le warning à ton client puis l'aviser, mais les gens, avec la pandémie, c'était comme, ils voulaient avoir
Ça crée un choc quand même émotionnel aux gens, puis ils veulent avoir un chez eux, un terrain pour être capable de dire, ben si on est encore cloîtrés dans nos maisons, on va être capable de sortir dehors, puis en profiter, tu sais, puis pas être dans la maison. Bien. Fait que, tu sais, ça a fait vraiment un boom à ce niveau-là. Fait que c'est ça crée de la surenchère. Ensuite de ça, au niveau des taux d'intérêt, c'est ça qui ont signé du fixe, d'autres du variable. Il y en a un qui aime mieux le variable, d'autres le fixe. Moi, je suis plus pro-variable. Puis, mais tu sais, comme actuellement, moi, je ne paye pas beaucoup de Je m'excuse de t'interrompre. Tu dis que tu es pro-variable, même actuellement? Non, mais pas nécessairement actuellement, mais j'ai toujours été pro-variable. Oui, non, j'ai toujours été actuellement, le variable n'est pas intéressant du tout. Mais moi, je suis toujours quelqu'un qui est plus pro-variable au niveau des taux d'intérêt. Ouais. Mais tu sais, il y a deux types de variables sur le marché. Tu sais, il y a un variable où c'est que ton paiement va augmenter avec la hausse de taux ou diminuer avec la baisse de taux. Puis tu as un variable que ton paiement est gelé dans le temps. Donc, ça protège quand même tes mensualités jusqu'à ton échéance. Là, ce qui est arrivé, c'est que les taux ont tellement monté que là, les gens, il n'y a plus de capital sur le paiement hypothécaire, fait que ça devient juste de l'intérêt qu'ils payent, puis ils sont obligés d'augmenter le paiement pour combler le manque d'intérêt. Mais tu sais, il faut comprendre aussi qu'on parle d'une crise économique. Tu sais, qui aurait prédit une pandémie? Qui aurait prédit une guerre avec l'Ukraine puis la Russie? Tu sais, personne. Tu sais, fait que des fois, on suit des cycles, puis on se fie au passé, puis on dit ça a du sens, ça peut avoir ça, mais il va arriver des choses, c'est pour ça qu'on appelle ça des crises. On a eu celle-là de 2008, on a celle-là de 2015 qui est un petit peu moins forte. C'est là qui vient de passer. Mais moi, ce que je me dis tout le temps, c'est peu importe la crise, puis il va en avoir d'autres. Ben oui, c'est de prendre soin de ses finances. Ceux qui ont pris soin de leurs finances, qui ont mis de l'argent de côté, qui ont pris le temps de la planifier, bien, ils passent à travers la crise avec beaucoup moins de difficultés que beaucoup d'autres ils ont toujours roulé à côté. Tu sais, il y a des gens, j'ai fait un taux variable, puis je leur ai dit, OK, mais faites comme si vous étiez sur un paiement fixe. Prenez la différence, mettez-la de côté pour voir venir l'avenir. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'on peut donner les meilleurs conseils du monde, si les gens ne l'écoutent pas, c'est comme un budget. Tu peux avoir 100 sortes de budgets différents. Ils sont tous bons, sauf si tu ne le suis pas. Exactement. Fait que c'est un peu le principe. Fait que les gens qui n'ont pas prévu se mettre des sous de côté, bien, c'est ceux qui ont eu de la misère à passer à travers la crise. Puis ils vont avoir de la misère à passer à travers les autres s'ils continuent ce côté-là. Puis, tu sais, le côté humain qu'on a à travailler avec les clients, puis à leur expliquer justement toutes ces choses-là. Moi, je fais les budgets personnels avec mes clients pour les aider à bien se budgéter, mais tu sais, je pense que ça a vraiment un impact positif. J'ai des clients qui me l'ont dit, tu sais, il y a une chance qu'on a fait ça de telle façon, puis ça m'a permis de... Mais il ne faut pas... Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis, je sais pas comment ça se passe dans les caisses ou les banques, mais puis c'est pas pour désavantager nécessairement l'un ou l'autre, mais je suis pas certain que c'est aussi personnalisé que, en tout cas, si on peut parler de ton côté à toi, là, je connais pas vraiment les autres courtiers non plus. Mais, je dénigrerai pas la banque ou la caisse, comme tu dis, mais... tu sais, eux autres, c'est une business aussi. Exact. Puis ils ont un certain temps. Puis, tu sais, la banque, peu importe la banque ou la caisse, va avoir un tel montant de dollars à prêter en prêt hypothécaire par année. Puis il faut que ça se prête, là, parce que l'argent doit rouler. C'est ça. Fait que, tu sais, souvent, ton conseiller va dire on a 1 heure. Mais c'est pas ça que le conseiller ne te parlera pas non plus par texto ou par courriel après entre les deux. Là, tu sais, je pense pas que ça soit si... Je parlais aussi par rapport au budget. Prendre le temps de faire le budget avec le client parce que souvent, en tout cas, ce que je remarque beaucoup, c'est que les clients vont me dire je suis allé à la banque puis finalement, je peux emprunter 500 000. Fait que, tu sais, dans la tête des clients, parce qu'ils ne connaissent pas ou par manque d'intérêt au niveau financier, c'est comme si la banque me dit que je peux emprunter 500 000, c'est parce que je peux le payer. Ouais. Fait que les gens, c'est pas tout le monde qui sont habitués de faire des budgets, puis ils se fient beaucoup, au conseil des spécialistes puis des gens dans le domaine de la finance. Fait que c'est sûr que de faire l'exercice d'un budget, c'est une grosse valeur ajoutée, à mon sens, à moi, parce que, oui, tu es peut-être capable de mettre d'avoir un prêt de 500 000. Par contre, mettons que tu veux faire 2-3 voyages par année puis que c'est ta priorité, bien ça, c'est pas calculé nécessairement que tu fais 2-3 voyages par année dans la demande de financement. Mais c'est ça, tu sais, au niveau des institutions financières, ils vont se concentrer sur le prêt hypothécaire que tu vas faire. Ils ne feront pas nécessairement un budget à part. Ce que tu fais, toi, et que moi, je fais aussi, c'est qu'on va regarder ce qui se passe autour. Tu sais, je vais donner un exemple. J'avais des clients colombiens, puis eux, je leur ai demandé s'ils voulaient retourner dans leur pays une fois par année en visite avec la famille. Puis la réponse, c'est oui. Mais je leur ai dit, avec cette maison-là, tu n'iras pas. Parce que le paiement est trop élevé. Fait que là, ils font comme, OK, un peu. Mais oui, il faut y penser aussi. Tu sais, il y en a qui me parlent de roulotte. Mais tu sais, j'ai dit, la roulotte, vas-tu en faire vraiment? Tu sais, parce que ça a été un mois, à un moment donné, tout le monde avait une roulotte à 27 000. On savait les paiements par cœur quand on avait un client qui avait une roulotte. C'était comme si tu achètes la même roulotte. Mais tu sais, puis il me disait, on en fait 2 semaines dans l'été.
Ouais, mais tu as un paiement de 375$ pour 2 semaines dans l'été. Loula, ta roulette? Ben oui, tu sais, des fois, c'est des choses comme ça que, tu sais, mais quelqu'un qui passe l'été au terrain de camping, on n'est pas à la même place. Tu sais, là, lui, il investit dans ça. Exact. Moi, je fais de la moto, mais moi, à l'année, je mets 100$ par mois de côté pour quand j'arrive en début de saison de moto, ben j'ai mes plaques de payer puis mon premier changement d'huile. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas une dépense de mettre ma moto sur la route parce que je le cumule dans l'année dans un compte à part. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on appelle ce budgété. Moi, j'appelle ça une dette à moi-même. Donc, je me paye une dette pour justement être capable de faire mon loisir, comme cumuler pour des vacances. Mais ça, les gens prennent pas le temps de le faire. Puis il suffit Même chose pour les bateaux. Là. Moi, j'adore faire du bateau. Puis ça a déjà été un rêve de m'acheter un bateau. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Mais en ce moment, mettons que j'ai un horaire de fou tout le temps. Je suis tout le temps partout. Je vois pas comment est-ce que je pourrais rentabiliser la dépense que je vais faire sur ce bateau-là pour en profiter pour que ça vale la peine, finalement. Fait qu'on laisse faire le bateau, là, rendu voilà. là. Ben, moi, j'ai vécu ça avec un chalet, personnellement. J'avais un chalet. Au début, on y allait 3 fois par mois. C'était comme le fun toutes les fins de semaine. On est tombé à 2. On est tombé à 1 parce que tu as des activités que tu fais normalement que tu veux continuer à faire. Fait que c'est un pensée-y bien. Moi, je me suis dit, à la fin de l'expérience du chalet, quand je l'ai vendu, ben, je me suis dit, peut-être que j'aurais pu me louer un chalet 3-4 fois dans l'année, une fin de semaine, puis ça aurait été super. Puis ça m'aurait pas coûté aussi cher que ça me coûtait là. Je calcule, ça me coûtait à peu près 10 000 par année là, en frais de l'hypothèque, tous les autres frais. Fait que, des fois, on fait le mot en pensant que c'est un bon mot, mais quand on se met à penser et à réfléchir, mais chacun est différent. Il y a des gens qui sont très, très, très cocooning, puis d'autres qui adorent voyager, bouger. Fait que pour ce qu'on va dire à quelqu'un va être bon, puis qu'on va dire à l'autre ne sera pas bon, puis ça va être la même affaire. Fait faut juste s'ajuster. C'est ça qu'on fait, dans le fond, on prend le temps au client de faire réaliser si la décision est bonne ou pas. Là. Exactement. Puis moi, de mon côté, si je prends autant de temps avec mes clients, ben c'est parce que je veux pas non plus que dans 1 mois, 1 an, 5 ans, ils se demandent pourquoi que j'ai recommandé ça puis que finalement ça marche plus puis ils se souviennent pas pourquoi qu'on a fait ça puis tu sais oui des fois c'est sûr qu'il y a on se souvient pas de tout là ce que je dis dans une rencontre puis j'imagine que toi aussi les clients c'est la même chose. Je pense qu'une statistique qui dit qu'on retient peut-être un 10% là, de l'information reçue mais au moins quand ils quittent je suis certaine qu'ils ont compris là ou bien j'ai l'impression qu'ils ont compris en tout cas. mais ce que tu dis est vrai mais en même temps moi ce que je le dis c'est tu sais je demeure disponible. Tu sais, moi, mon après-vente est très fort, puis le tien aussi, c'est qu'on répond au téléphone, on répond au courriel, que s'ils ont des questions en cours de route sur le processus, qui sont plus sûrs. Moi, j'ai des clients que je les ai dit, avant d'acheter une voiture, avant d'arriver de ton renouvellement, parce qu'on sait qu'elle va arriver chance, appelle-moi. On va regarder où est-ce que tu es rendu, parce que peut-être qu'on va faire ton hypothèque avant que tu rachètes un auto, parce que si tu achètes une auto avec ce paiement-là, tu ne seras pas capable de transférer où tu veux. Fait que, tu sais, les stratégies dans le temps aussi à mettre en place, c'est que c'est important de garder un bon contact. C'est ça que je ne les rappelle pas à chaque année, parce que si l'hypothèque est sur 5 ans, je vais les recontacter vers la fin. Mais tu sais, je les avise que je demeure disponible tout le long du dossier. Puis, tu sais, on met des fois, il y en a qui m'appellent puis ils savent pas s'ils devraient faire ça. Puis, des fois, ça n'a même pas rapport avec l'hypothèque, mais je prends le temps quand même de répondre puis de les conseiller. Puis j'aime mieux ça, parce que quand je les revois, mes clients sont en santé financière. C'est beaucoup plus le fun. On fait 20 minutes d'hypothèque, puis on parle d'1 heure de voyage, puis de toutes sortes d'affaires. Fait que la relation, ça devient plus facile aussi. Ça concrétise aussi la relation, parce que moi, ben, mes clients sont toujours mes clients, mais toi, c'est le client, il est au moment de faire le prêt hypothécaire ou le refinancement là, en soi. Fait que pour toi, d'avoir cette valeur ajoutée-là, ben ça concrétise ta relation. Puis tu sais qu'ils vont sûrement revenir te voir à leur renouvellement, là, justement, parce que tu as eu une bonne relation dès le départ là, avec eux. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les clients, ça peut venir comme ça peut partir rapidement. Puis c'est sûr que garder le meilleur contact, les donner les meilleures connaissances qu'on a à nos clients, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Puis en même temps, le plus beau cadeau que d'autres peuvent nous faire, c'est de revenir nous voir puis de nous dire, ben, tu sais, des fois, je reçois des courriels, je dis, hey, je veux vraiment que tu refasses mon dossier cette année. Puis, tu sais, un crime, tu n'as même pas eu le temps de l'appeler quand tu as déjà contacté la personne. Fait que c'est comme gratifiant aussi à ce niveau-là. Exact. Un autre point sur lequel on est d'accord quand on travaille des dossiers ensemble, c'est sur l'assurance prêt hypothécaire. C'est sûr que Martin, il rentre pas trop dans le sujet là, normalement, mais je sais que tu partages le même avis que moi là, de ce côté-là. N'importe quel prêteur, si je me trompe pas, va offrir une petite case qu'on peut cocher pour dire oui, je veux assurer mon prêt en soit assurance vie, invalidité ou même les deux. Puis, selon moi, je pense que toi, tu recommandes toujours aussi de s'assurer à part là, dans le meilleur des mondes. Bien, l'assurance vie, on se doit, nous, comme courtier hypothécaire, d'en parler. On doit référer.
On n'est pas des conseillers en assurance vie. Moi, je connais ça peut-être un petit peu plus que certains autres. J'ai beaucoup de courtiers hypothécaires qui sont conseillers financiers aussi. Là, exact, oui. Comme toi. Moi, je l'ai été quand j'avais 20 ans. J'avais peut-être pas assez de cheveux blancs dans ce temps-là pour que ça fonctionne à mon goût. Mais c'était différent d'aujourd'hui, le marché aussi. On parle d'il y a 25 ans. Là. Fait que, je connais quand même le domaine. Je connais les types d'assurance vie. Mais moi, personnellement, j'aime mieux référer à toi, un conseiller financier qui fait que ça. Parce que l'assurance vie sur le prêt hypothécaire, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'après ça, il y a les enfants, il y a toi-même que tu dois assurer. Est-ce que je prends une vie entière de 5 millions ou j'en prends une de 50 000 puis je complète et tu t'en pars? Il y a plein de stratégies différentes selon le client. Et l'autre chose que j'aime beaucoup travailler avec toi, mais c'est que tu respectes leur budget. Puis on en parlait tantôt, c'est important. Tu sais, moi, je dis à mes clients, si tu n'as pas moyen de payer une assurance vie de 200 000 ou de 300 000, mais que tu as moyen d'en payer une de 50, bien, ça sera au moins 50. Puis oui, ça ne paye pas toute la maison, ces choses-là. Puis tu vas le savoir, mais tu vas prévoir ton budget en conséquence. Puis après ça, tu dis, s'il y a un décès, puis tu as 50 000, bien, puis c'est pour la maison, bien, si tu fais 50 000 divisé par ton paiement hypothécaire, ça se peut que tu sois capable de faire 2-3 ans le temps que tu reverrais de bord. Fait que, tu sais, la stratégie peut être mise en place, au moins, tu n'as pas rien. Mais, tu sais, il y en a qui vont signer des assurances de 300 000 puis ils annulent 3 mois après parce qu'ils n'ont pas les moyens de la payer. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement bon, ça, à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses d'assurance vie. Plus tu les prends quand tu es jeune, ça coûte moins cher. Fait que des fois, tu es mieux d'en prendre une peu plus grosse, puis ça vient couvrir toutes tes futures acquisitions plus tard, puis si tu viens avoir des enfants. Fait que je trouve tellement ça large, l'assurance vie. Puis les gens, souvent, ils disent, l'assurance. Non, c'est plate. C'est pas excitant de parler d'assurance. C'est ça. C'est comme dans le temps, nos parents, ils allaient au salon funéraire, puis ils achetaient le tombe. C'est pas le fun, là. Mais ils se disaient, on laisse pas à nos familles le coût de l'enterrement, ces choses de la chambre. Et voilà. Fait que l'assurance vie, c'est un peu le même principe. Fait que moi, je pense que ça a sa place beaucoup plus importante que de juste dire je m'assure puis que la banque m'assure. Moi, je parle pas de l'assurance vie invalidité. Juste, parce que l'invalidité maladie grave, là, je me concentre sur l'assurance vie. Vie et maladie grave, ça vient changer, ça dépend de notre emploi. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte à ce niveau-là, mais toi, tu es capable de démystifier aussi à ce niveau-là. Là. Exactement. Puis d'ailleurs, je vais faire une mini-capsule le mois prochain qui va sortir en novembre, qui va vraiment être juste sur l'assurance prêt suite à ce podcast-ci. Mais oui, effectivement, on est mieux de vraiment couvrir nos besoins totaux. En prenant en considération ce qu'on a déjà peut-être aussi. Peut-être qu'on en a déjà là, de l'assurance vie entière. De l'assurance vie entière, juste pour vulgariser, c'est une assurance que tu gardes toute ta vie. Donc, c'est sûr qu'elle va payer. Là. Malheureusement, on va tous mourir un jour. On n'a pas trouvé de remède encore pour contre la mort. On l'aimerait bien, mais... Donc, je vous l'annonce si vous n'y aviez pas encore pensé. Fait que, on est sûr que l'assurance vie entière va payer à nos proches, à notre succession, peu importe c'est qui qu'on va en faire bénéficier. Puis ça peut être changé au courant de la vie, là, au fur et à mesure que nos besoins changent. Et l'assurance temporaire va vraiment venir couvrir des besoins qui sont de type temporaire. Donc, justement, un prêt hypothécaire, on n'aura pas toujours cette dette-là. En tout cas, pour l'instant, c'est ça la situation. Normalement, à moins qu'on... parenthèse, il n'y a pas un pays là, qu'on peut mettre ça sur 90 ans. Moi, je ne pourrais pas dire lequel, mais même aux États-Unis, je pense qu'il y a des hypothèques de 40 ans ou même sur 100 ans pour de génération en génération. Là, mais... en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Là, je spécule, là, mais je sais qu'ailleurs, oui, tu peux payer en 3 générations. C'est ça, exactement. En tout cas, pour l'instant, ici, c'est pas le cas. Peut-être dans 40 ans, ça sera autre chose. Là. Mais bref, l'assurance temporaire, ça le dit, c'est pour des besoins temporaires et le coût est vraiment minime. Puis oui, nous, on va offrir aux clients le meilleur scénario possible, mais des fois, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour que ça coûte moins cher à court terme puis être capable de l'assurer en totalité de ses besoins, quitte à reviser dans le futur, même si, oui, il va être plus vieux puis sa prime va être un peu plus chère, mais au moment où on se parle, c'est de ça qu'il y a de besoin. Et peut-être qu'il y aura moins de dépenses aussi, éventuellement, qui va pouvoir se permettre de se prendre une vie entière là, à ce moment-là, à partir de son contrat qui est déjà existant. Et il n'y a pas besoin de repasser tous ses tests médicaux là, pour pouvoir faire des modifications de son contrat. Un autre aspect que je sais qui est peut-être un peu mal compris, là, c'est la SCHL, mais je pense qu'il y a d'autres termes aussi que la SCHL. C'est une des sortes d'assurance, ça. C'est ça. Tu as la SCHL, tu vas avoir... là, je vais avoir un blanc parce qu'il faut que je les nomme. C'est pas grave, on te pardonne. C'est parce qu'il y a Genworth qui a changé de nom, puis là, on dit que le nom ne vient pas, là, juste pour mal faire. Puis il y a Canada Garantie là, qui fait l'assureur prêt. Là.
Okay. C'est Sagen, Genworth. Ouais, c'est ça, c'est Sagen. Ça l'a changé pour Sagen. Oui, fait que ça, dans le fond, c'est pas l'assurance vie, puis c'est pas l'assurance habitation non plus. Donc, ça, on assure le prêt hypothécaire si on donne moins de 20 de mise de fonds. Mm-hmm. Dans le fond, le client paye une assurance pour la banque si le client devient en défaut de paiement. OK. Fait que c'est pas une assurance qui protège le client, là. Non, c'est plus pour protéger la banque. Mais en même temps, c'est normal parce que, tu sais, je veux dire, la banque prête 300 000 mais si ses clients sont en défaut, bien, c'est comme avoir une assurance habitation. Puis, tu sais, tu passes au feu, bien, tu sais, l'assurance habitation ne paye pas automatique, il va envoyer un enquêteur vérifier. La SCHL va faire la même chose, ou Sagen, peu importe, va vérifier si la banque a fait son travail avec diligence. Autrement dit, est-ce que tu sais, des fois, les clients me disent, ah, ouais, mais je t'ai fourni l'offre d'achat, tu n'as pas besoin de faire. Non, mais tu sais, la SCHL va vérifier le travail aussi du prêteur hypothécaire pour être sûr que, ben, il a tout fait sa job comme il faut. OK, c'est beau, là, on va payer. Fait que, tu sais, c'est quand même important, mais oui, c'est le client qui se paye une assurance au cas où il sera en défaut. Là. Fait que, mais il y en a qui le sont en défaut. Donc, oui, puis en même temps, je me dis, si tu n'as pas mis 20 ben, tu as moins de capacité financière. Fait que c'est de là la mise de fonds de 20 et moins qui charge ce frais-là là, au client. Puis plus on met de mise de fonds jusqu'à 20 ben, moins la prime va être élevée. Là. Elle est quand même assez, je trouve, mais risque à diminuer. Elle diminue quand même un petit peu là, dans le temps. Là. Puis, un autre aspect, en fait, là, par rapport à notre collaboration ensemble, on parle beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé, là, on a parlé de certaines stratégies. Quand on parle justement de refinancement ou des choses comme ça, là, c'est plus facile de faire des stratégies financières en collaboration là, ensemble. Notamment, ça peut être pour rembourser des dettes, puis ça fait que notre paiement est moins haut là, parce que le taux hypothécaire, par exemple, est plus intéressant là, que notre dette qu'on a individuellement, si je peux me permettre. On peut aussi faire certaines stratégies pour la retraite via comme un emprunt pour investir là, dans nos placements. C'est sûr que là, les taux sont élevés, fait que c'est peut-être pas ce qui est le plus priorisé là, en ce moment, mais je pense que c'est quelque chose que tu fais souvent, là, du refinancement. Là. Bien, tu sais, même si là, on dit les taux sont élevés, puis l'avantage de faire affaire avec un courtier hypothécaire puis un conseiller financier, mais nous, on suit le dossier dans le temps. Fait qu'il y a des périodes qui vont être moins bonnes, des périodes qui vont être meilleures. Fait que c'est là qu'on va ajuster les dossiers en fonction de ça. Il y a des gens qui prônent payer leur maison le plus vite possible, puis ça, c'est correct aussi. Ouais. Fait que, tu sais, tu ne forceras pas quelqu'un à refinancer, même si ce serait ce qu'il y a de mieux. Puis je le comprends aussi. Mais il y a des gens qui ont quand même des bons revenus, puis peuvent avoir des stratégies fiscales extrêmement intéressantes là, de refinancer une partie de la maison, qui soit le mettre en REER. Quelqu'un qui est imposé à 50 puis il peut aller rechercher 50 de retour d'impôt, bien, c'est quand même intéressant en bout de ligne. Tu sais. Quelqu'un qui veut partir sa roue voyons, pour son fonds de pension, puis il dit, bien, je vais refinancer 20 000 sur mon hypothèque. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'avoir un salaire de 100 000, mais tu sais, t'en gagnes 60 000. Si moi, j'ai des clients beaucoup là, qui ont quand même des bons revenus, là, puis ils n'ont pas de fonds de pension de travail. Puis là, je leur dis, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous avez de cumulé? Ils n'ont rien. Exact. Ils ont 3 000 dans le compte de banque, puis ça, c'est le fonds de pension. Mais ils disent, j'ai ma maison. Ouais. Oui, mais ta maison, toi, tu la vends à la retraite? Si c'est non, la réponse, tu n'as pas grand-chose finalement pour avancer. Fait que juste partir ta roue, mettons qu'on revient avec mon exemple, quelqu'un met 20 000 en REER, puis il reçoit un retour de 8-9 000, puis qu'il avait décidé de mettre, je sais pas, moi, 150 $ par mois dans son REER, bien, au retour d'impôt, il y a encore un 8-9 000 plus son 150 $. Fait que là, à chaque année, il prend le retour. Là, il y a un effet boule de neige. Ben oui. Et plus il va commencer vite, bien, plus il va arriver à la fin qu'il va avoir un bon montant. Fait que, tu sais, au moins, si tu as un 200, 300, 400 000 de ramassant en REER à la retraite, puis tu as travaillé toute ta vie, parce qu'aujourd'hui, on travaille longtemps, ben tu vas avoir au moins un fonds de pension qui va être beaucoup plus intéressant que d'avoir juste la riche des rentes puis la pension de vieillesse, puis te bercer sur ton balcon, là, puis regarder les chars passer. Fait que c'est de la préparation qui ne coûte pas si cher. Les gens pensent toujours qu'investir dans la retraite, c'est dispendieux, mais plus tu commences tôt, moins c'est dispendieux. C'est juste dispenser. Puis quand je dis tôt, là, moi, j'ai un garçon qui vient d'avoir 18 ans, puis c'est déjà ton client. Oui. Puis il met déjà beaucoup de sous de côté. Tu sais, il travaille, puis il gagne les sous, puis il a déjà commencé, puis j'ai inculqué ça. Ouais. Puis là, il va ouvrir son CELIAP aussi pour être prêt pour un achat de propriété. Il serait prêt pour son CELI aussi, là. Oui, bien. Oui. Si tu écoutes ça, il faut que tu prennes rendez-vous. Oui, mais là, il est entre le Panama et le Québec actuellement. Là. Fait qu'il est dans l'avion, je pense pas qu'il nous écoute, mais peut-être qu'en octobre, je vais écouter ça. Mais, exact. Mais tout ça pour dire qu'il faut commencer tôt puis prendre cette bonne habitude-là. Et c'est pas des montants nécessairement
énorme, mais c'est juste de le planifier comme une dette à soi-même pour le futur. Là, exactement, parce que le placement, plus que c'est investi longtemps, plus que c'est profitable. Puis, on parlait tantôt d'investir 150 par mois versus, mettons, investir un montant de 20 000 en un seul montant. Bien, c'est parce que le 150 000, avant que tu aies investi 20 000, ça va être quand même prendre 150. un certain temps. Merci, un certain temps. Puis, le 20 000 lui, est investi dès le départ. Donc, il fait de l'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est de l'intérêt sur de l'intérêt. Fait que ça veut dire qu'à chaque fin de clôture, à chaque jour du marché boursier, ben si tu es dans le positif, bien évidemment, ben dans le fond, l'intérêt se fait sur ton intérêt que tu as fait hier, sur le montant total. Donc, c'est sûr qu'à 150 par mois versus un montant de 20 000, ben comme c'est des pourcentages, c'est sûr que les montants des gains vont être plus intéressants là, à ce moment-là. Puis oui, ça fait une dette supplémentaire, mais en même temps, ça permet une stratégie quand même pour aller chercher de la liquidité au moment de la retraite. Puis, pendant ce temps-là, le client peut rembourser son prêt. Son prêt avec justement la stratégie. Ben, le prêt hypothécaire va être amorti sur 20-25 ans. Fait que, le 20 000 ou 30 000, tu ne le verras pas trop passer. C'est sûr que c'est plate de dire « j'ai augmenté de 20 000 mais qu'est-ce que tu vas gagner à la fin? Il y a ça aussi. Souvent, les gens vont dire, puis là, j'entends déjà lever un flag, dire « Ouais, mais quand tu es jeune, tu viens d'acheter ta maison, tu n'as pas d'équité. » Je suis d'accord, mais... commencer avec 150, pareil, ou 100 pièces, c'est de commencer quelque part pour avoir un minimum. Puis après ça, dans le temps, on va faire des ajustements. Ça peut être, tu as soit un héritage, ça peut être, tu as fait plus d'over, tu as cumulé plus, tu vas en mettre plus. Si tu prends tes retours d'impôts puis tu ne dépenses pas, bien là, tu peux t'en servir. Mais... Moi, je dis souvent aux gens de prendre leur retour d'impôt puis de le réinvestir en REER s'ils peuvent le faire. Ça fait des droits de cotisation. Bien, ça fait des cotisations de plus sans en avoir sorti de plus de sa poche. Là. Ça permet de cumuler encore plus vite. C'est ce que j'appelais partir la roue tantôt. Quand tu mets ton 20 000, tu continues à réinvestir toujours. Exactement. Maintenant, ta roue est partie, puis tu t'en rends pas compte, tu regardes dans ton compte, puis l'argent est là. Mais c'est les habitudes à prendre aussi. Là, puis c'est sûr que quelqu'un qui gagne 30 000 par année, c'est pas nécessairement évident de dire je vais mettre 150 pièces par mois dans le contexte économique actuel. On le comprend. Là. Exact. Mais il y en a quand même qui réussissent. Puis, la vie est pas dit que tu vas faire 30 000 toute ta vie. Puis, jamais trop tard pour bien faire, en bout de ligne. Fait que... Puis, si je peux un peu terminer sur ce sujet-là, en fait, de toute façon, quand on parle de stratégie financière, il ne faut jamais prendre tout ce qu'on se dit puis aller l'appliquer comme ça. Il faut vraiment que vous rencontriez quelqu'un pour qu'on soit capable d'évaluer si c'est une bonne stratégie pour vous. Parce que, on peut vous donner des idées et tout, mais c'est important de savoir que chaque situation est différente, puis il faut que ça soit évalué par un professionnel avant de dire, ben là, moi, ils ont dit dans le podcast qu'il fallait refinancer pour investir pour ma retraite, je fais ça. Faites pas ça. Attendez de rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît. Oui, parce qu'actuellement, le timing avec les taux, c'était pas le meilleur move. C'est ça, exactement. Puis il y a peut-être d'autres choses aussi, des fois, que vous avez que quand on va le voir, on va dire, on était venu le faire ça de cette façon-là. Là. C'est ça, exactement. Fait que je trouvais ça important de le... Tout ce qu'on peut dire peut être retenu contre nous. Là, fait que voilà. C'est important de le spécifier. Un autre point que je pensais justement aussi, là, parce que moi, je le vis à travers ma clientèle, à cause, surtout auprès des jeunes, parce que, tu sais, on va se le dire, là, les maisons, le coût des maisons a augmenté. Les taux ont augmenté. On aura beau dire ce qu'on veut, c'était beaucoup plus facile dans le temps de nos parents de... Ben là, nos parents n'ont pas la même âge, mais c'est pas grave. En tout cas, dans le temps de mes parents, de justement acheter une résidence, même s'ils gagnaient moins bien, même si les taux d'intérêt étaient élevés, tout ça, il y a déjà une étude qui a démontré que oui, c'était quand même plus facile là, d'acheter là, il y a plusieurs années. Moi, j'ai beaucoup de jeunes acheteurs, là, on parle fin vingtaine, là, souvent c'est là où ils commencent à penser à s'acheter une maison, des couples, puis j'en ai qui m'ont dit, moi, ça nous intéresse même plus d'acheter parce que on n'en vient pas à bout de se créer une mise de fonds acceptable pour une maison qu'on voudrait avoir, qui est rendue à un prix vraiment démesuré. Puis en plus, si on avait la mise de fonds, bien là, il y a les taux où on se fait ramasser, si je peux me permettre. Donc, il y en a qui envisagent même pas ils envisagent plus d'acheter ou bien ils disent, bien, on va attendre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'attendre ou bien non, parce qu'on sait que le coût, tu sais, c'est sûr, c'est encore de la spéculation, là, mais tu comprends un peu le point. Oui, mais ça vaut-tu la peine d'attendre? Moi, je vais répondre oui et non. Puis c'est... Ben, perso, je dirais non, parce que le marché immobilier va toujours
augmenter. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que Québec, oui, c'est petit, tout le monde dit des fois c'est un village, mais sauf que faut comprendre que si tu regardes Ottawa, mettons, les maisons, des fois, tu regardes une émission, là, ils rénovent des maisons, puis on paye ça 800 000, puis tu dis, voyons, tabarnouche, j'aurais jamais payé ça 800 000, on dirait un cabanon. Mais on est rendu là aussi. C'est que là, on a vécu une période aussi que c'était prospère, les taux étaient bas, tout était accessible, on peut s'acheter un char à l'épicerie, c'était pas si pire que ça. Mais là, tout est resserré. Là. Fait que c'est sûr que là, on arrive d'une situation qu'on doit faire des choix. Puis ça, c'est pas évident parce qu'on a été élevé, en tout cas, dans les 15 dernières années, que, tu sais, on n'a pas tant de choix à faire parce que tout est plus facilement accessible. Cumuler la mise de fonds a toujours été un défi pour les gens. Il y en a que ça va être des parents qui vont aider, des choses comme ça, mais il y en a qui l'ont vraiment cumulé parce que c'est vraiment des gens économes. Mais si on enlève la mise de fonds, tout simplement, oui, c'est plus pour une maison, mais 400 000, c'est 20 000, 300, c'est 15. Il y a 5 000 de différence. Ça, c'est pas... tu peux travailler une couple de fin de semaine, puis de ton année, puis je veux dire, ou un été roche, puis tu pourrais le ramasser. Là, on s'entend. Je comprends. Si on est deux. Mais reste que là, on a des choix à faire. Si on veut acheter une maison de 400 000 parce que c'est ça le marché, puis qu'on veut vraiment avoir une maison, il ne faut pas oublier qu'une maison, c'est une qualité de vie. C'est pas un investissement pour la retraite. Tu sais, le monde qui me dit ça, là, non, tu payes une qualité de vie. Parce que la maison, elle va toujours te coûter de l'argent. Moi, personnellement, là, pour en revenir en planification de retraite, là, petite parenthèse, je ne l'inclus même pas, la maison, parce que c'est trop... incertain de combien de temps ils vont rester dedans. Puis il faut qu'ils se logent de toute façon après quand ils vendent la maison. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment une qualité de vie. Moi, j'ai des clients que je suis capable de les conseiller puis de dire, bien, ils ont la capacité de le faire, mais de dire, mets tant d'argent par mois de côté pour l'entretien de ta maison. Fait que là, tu vas cumuler tes fenêtres, tes portes, ta toiture. Mais c'est lui qui le fait pas. À un moment donné, quand la toiture est due, as-tu le 15 000? Non, mais là, tu as refinancé ta maison pour le faire. Puis c'est correct aussi. Mais c'est là que je dis que, tu sais, la maison, tu payes vraiment une qualité de vie. Tu n'achètes pas ça pour dire, je vais investir, je vais faire de l'argent avec ça, on va prendre la valeur d'un temps. Oui, elle va en prendre. Mais c'est vraiment une qualité de vie que tu te payes. Fait que c'est là que tu fais le choix de dire, ben moi, j'aime vraiment trop voyager. Ben tu vas rester en logement, tu n'auras pas de... Mais là, je pense qu'on est rendu dans une situation où on doit faire des choix de ce qu'on veut réellement. Exact. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous autres versus des priorités personnelles. Et voilà. Mais oui, on s'en vient d'un marché où c'est que les maisons coûtent de plus en plus cher. Puis je ne pense pas que ça va aller en diminuant. Il va peut-être avoir des rajustements dans le temps. Mais de là à dire que ça va flopper puis descendre au bout, je ne suis pas certain de ça. Probablement que s'il y avait une crise économique, là, comme on a vu aux États-Unis, je me souviens plus, c'était dans 2008, c'est ça que le prix des maisons avait vraiment chuté aussi là, par rapport à l'immobilier. Moi, je me souviens, j'étais vraiment jeune dans ce temps-là, mais je me disais, si j'avais les liquidités, c'est sûr que j'aurais probablement acheté parce que c'était ridicule, là, le coût. Je regardais ça, mais j'étais beaucoup trop jeune. J'avais pas d'argent à investir là, du tout. Mais ça pourrait peut-être arriver si ce scénario-là arrive. Mais encore là, est-ce que ça va être vraiment positif si ça arrive? Oui, mais tu sais, le Canada est quand même un pays fort économiquement. Là, fait que les États-Unis, c'est gros, c'est large, c'est la plus grosse armée. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer dans tout ça. Puis vraiment, je ne suis pas un économiste. Là. Ni moi. Non, c'est ça, parce que souvent, les gens me disent qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui va arriver avec les taux. C'est pas évident de prédire. Là, les économistes se trompent. Même la Banque du Canada s'est trompée 2 fois. Là, fait que, elle dit des choses, puis après ça, tu dis ça à ton client, puis finalement, ça n'arrive pas. Fait qu'à cette heure, moi, je ne m'avance plus sur rien. J'amène mon opinion personnelle, mon grain de sel, mais mon but à moi, c'est toujours que mon client, à la fin du mois, il reste des sous pour être capable de vivre. C'est ça l'objectif principal, puis d'avancer dans le temps, pour ne pas perdre sa maison, passer à travers les crises, parce qu'il va en avoir d'autres. Mais il va y avoir des belles périodes aussi. Là, quand la crise va être finie, c'est sûr que ça va repartir. Ça l'a fait ça dans le passé, pourquoi ça ne le ferait pas? Là, fait qu'il faut juste être prêt, puis quand la belle période va arriver, ben là, on va être plus en mesure d'économiser, d'avancer, de grossir nos fonds de pension. La bourse va faire plus de sous. Exactement. Fait que tout va être exponentiel après, mais ça va revenir une autre crise, d'autres choses. Oui, tout à fait. Puis mon dernier point, en fait, là, pour terminer un peu ce merveilleux podcast-là, ça coûte combien faire affaire avec Martin Boily? Ça coûte vraiment pas cher. Mes services sont gratuits au niveau du résidentiel, je vais quand même le préciser. Oui. Là. Mais tout ce qui est résidentiel, dans le fond, il n'y a pas de frais là, pour les clients. Donc, tu sais, de m'appeler, même si on fait juste jaser au téléphone une demi-heure, 1 heure, puis finalement, on ne fait pas affaire ensemble, il n'y a pas de frais non plus. Tu sais, il y a des clients que, oui, ça va accrocher, d'autres non. Tu sais, c'est normal aussi. Moi, je dis toujours à mes clients, si tu changes de vendeur pour une TV, je change pour une maison à 300 000 si tu n'aimes pas ton courtier, tu sais, je pense que c'est un peu normal aussi. Là. Fait que
c'est gratuit. Si on rentre dans le multilogement ou dans le commercial, mais là, c'est différent parce que les institutions financières ne nous rémunèrent pas à ce niveau-là. C'est ça, les institutions financières vous rémunèrent une commission au niveau résidentiel. C'est ça, mais pas au Parfait. commercial. Fait que là, c'est comme différent un peu, mais sinon, c'est vraiment gratuit au niveau des services. Puis on prend le temps qu'il faut. Parce que certaines personnes, des fois, quand je leur dis, tu sais, moi, je savais que c'était gratuit. Tu sais, je posais la question. Tu sais, il y a des clients, des fois, je leur dis, tu sais, c'est gratuit, là, appelez-le, tu sais, ça vaut la peine, là, juste, tu sais, au moins pour comparer, puis faites l'expérience Martin Boily. Puis ils sont comme, ah oui, c'est gratuit. Tu sais, ils ont l'impression qu'ils chargent une commission, tu sais, de plus aux clients. Là. Oui, mais je trouve que ça, c'est peut-être la société qui manque parce que, tu sais, c'est une information qui devrait être tellement véhiculée pour dire que vous avez des professionnels qui ne coûtent pas si cher que ça. Puis c'est comme moi, je ne coûte rien, dans le fond, là, puis mes collègues non plus. Tu sais, fait que ça vaut la peine de prendre le temps là, de s'asseoir puis de dire, je vais aller voir Martin ou un autre collègue, là, peu importe, là, puis dire, mais je veux m'acheter une maison. Puis il va faire le tour, puis s'il est hot comme moi, mais il va faire le tour du budget aussi, tout le kit, puis il va vous référer une personne de confiance aussi au niveau des services financiers. Là. C'est super. Fait que Martin, ça termine notre podcast pour le 3e épisode. Je te remercie vraiment beaucoup de t'être prêté au jeu et d'être venu nous partager tes connaissances, tes valeurs et ta façon de travailler. Puis, si vous voulez rencontrer Martin, vous pouvez passer par moi là, sur mes liens puis m'écrire un courriel. Je vais pouvoir vous le mettre mettre ses coordonnées pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui. Puis sinon, Martin Boily est quand même affiché là, sur Facebook. Je pense que tu as Instagram aussi. Puis tu as un site web aussi. Hein? Oui. Parfait. Fait que, puis il va être, si vous me suivez sur Facebook ou Instagram, je vais aussi le taguer pour que vous puissiez le suivre également. Bien, je tiens quand même à te remercier de m'avoir invité aussi, même si on se voit quand même souvent, mais c'était un défi ce matin, le premier podcast filmé, donc un gros merci pour l'expérience de ton côté. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!